Bon dimanche, mesdames et messieurs. Très heureuse de vous retrouver malgré la tristesse. Comme vous le savez, notre corporation a perdu un de ses membres. La famille journalistique a perdu, en tout cas au courant de cette semaine, Désiré Baéré. Désiré Baéré s'en est allé, il est retourné auprès de son créateur, mais en tout cas, il va nous manquer parce que Désiré Baéré était vraiment un rassembleur. Il a réussi à rassembler beaucoup de journalistes autour de beaucoup de corporations. Il a réussi à rassembler les Bana 18, comme on dit, la 18e promotion de l'IFASIC à l'époque, l'ISTI. Il nous a tous rassemblés et grâce à lui, nous sommes en tout cas en contact, nous sommes restés en contact. En tout cas, Désiré Baéré, repose en paix auprès de ton créateur. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Maître Regan Walukonka et avec lui, nous allons en tout cas débattre de temps fort de l'actualité. Très heureuse de vous recevoir, Maître Regan Walukonka. Merci et merci de m'avoir lancé votre invitation. Je vous en prie, vous êtes avocat, c'est un métier assez dur en République démocratique du Congo, on le sait, mais il y a une grande opinion qui pense que la justice est instrumentalisée. Les Congolais n'ont plus tellement confiance à la justice, puisque je sais que nous avons tout un dossier aussi par rapport au procès Imotex à Picongo. Comment jugez-vous la justice aujourd'hui? Comment vous travaillez dans ce climat, Maître Regan Walukonka? Oui, Madame Paulette, je dois pouvoir vous répondre directement que nous travaillons sous stress. Je peux vous dire qu'une loi, c'est un exemple que je relève, une loi, elle est appliquée différemment selon que vous êtes dans le ressort de Matete ou selon que vous êtes dans le ressort de la Gombe. Je vous donne un petit exemple. Je vous en prie. Il y a une action qu'on appelle l'intervention volontaire. L'intervention volontaire est aperçue différemment, soit elle est initiée différemment, selon que vous êtes devant la cour d'appel ou de la Gombe, et différemment selon que vous êtes devant la cour d'appel de la Gombe. Ça crée un désarroi dans le milieu des avocats, mais pour obtenir l'objectif, contrairement à sa vocation et à son serment en tant qu'avocat, il est appelé à s'accommoder, si n'est pas dire que prendre la forme de la cour devant laquelle il se retrouve. Et c'est ce qui est anormal. Alors, les critiques dont fait l'objet aujourd'hui la population vis-à-vis de la justice congolaise, je pense que on se pose la question, qui peut être interpellé? Les avocats, les magistrats, les justiciables, les greffiers, l'homme politique. Qui est assez fautif dans tout ça? Parce qu'on dit que c'est beaucoup plus les magistrats qui sont corruptibles, hein, permettez, et désolé de le dire. Par rapport aux avocats, on dit que non, on achète plus facilement les magistrats parce que c'est eux qui donnent le verdict après que les avocats. C'est vrai ça? Acheter c'est trop dur. L'avocat, il est difficile de l'acheter parce que c'est lui qui achète l'avocat, c'est celui qui part auprès de lui pour louer son ministère. C'est difficile. L'avocat prend un engagement avec un justiciable pour besoin de soutenir une procédure ou bien prodiguer des conseils, donner des orientations, ainsi de suite. Là, c'est un peu différent. Pour ce qui est du magistrat, moi, je ne parle pas de la corruption. Je me dis que aujourd'hui, le magistrat est aperçu différemment selon que nous sommes sur le plan disciplinaire, voulais-je dire, hein, par rapport à son comportement, par rapport à son serment, selon que nous sommes sous l'époque du conseil judiciaire. Alors, en ce moment-là, le magistrat ne se permettait pas de faire n'importe quoi. Selon qu'aujourd'hui, nous sommes sous le régime du conseil supérieur de la magistrature ou la population. Donc, période sous laquelle la population dit clairement que le magistrat se permet de faire n'importe quoi. Il n'y a pas un contrôle. Qui peut contrôler les magistrats aujourd'hui? Il n'y a pas un corps qui contrôle les magistrats dans l'exercice de leur travail? Oui, je peux citer deux corps. Il y a un corps souvent qu'on néglige, qu'on n'aime pas citer. Il y a l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Il est là pour redresser le comportement des magistrats. Mais malheureusement, ce corps aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus à la surséance des décisions, de l'exécution des décisions de justice. Comportement qui est contraire à sa mission. Lorsque vous prenez la loi, vous la lisez, c'est tout à fait différent. Mais de l'autre côté, le Conseil supérieur de la magistrature, bon, il y a au niveau régional et au niveau national. Au niveau régional, c'est devant chaque cour d'appel. Et au niveau national, c'est c'est le président de la Cour constitutionnelle qui est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais de ce côté-là, ça piétine. Dès lors que la population est en train de crier, par exemple, sur un comportement d'un juge, soit
sur un jugement ou un arrêt mal rendu, je pense que c'est de bon droit, comme ce fut à l'époque du Conseil supérieur, du Conseil judiciaire, de se saisir d'office et d'examiner. La toute dernière question avant d'entrer dans la rétrospective proprement dite, est-ce qu'un magistrat ou un avocat peut faire de la politique active? Est-ce que ce n'est pas incompatible? Puisqu'aujourd'hui, la population se dit qu'il y a des magistrats de la majorité, les magistrats de l'opposition, et qui rendent leur verdict selon que vous êtes soit de l'opposition, soit de la majorité. Est-ce que ça impacte sur le travail des magistrats? Oui, c'est par là que ça pêche. Mais pour répondre directement à votre question, la profession politique ou le mandat politique, vraiment, sincèrement parlant, est incompatible avec le métier de magistrat. Avec le métier de magistrat. Pas d'avocat. Pas d'avocat. Pas d'avocat, ok. Pas d'avocat. Parce que l'avocat, il est libre, il peut adhérer, il peut être membre ou dans un parti politique, mais pas un magistrat. Le magistrat. J'aimerais vous dire, lorsque nous étions tout petits, le magistrat n'avait pas vocation. Il était difficile de retrouver le magistrat dans des terrasses. Il était difficile de voir le magistrat faire des commerces. Il était difficile de voir le magistrat voyager à tout moment. Mais ce sont des choses que nous vivons ces jours. Ce sont des choses que nous vivons ces jours à tout moment. Bon, vous pouvez aller à la régie des voies aériennes. Vous verrez le nombre de magistrats qui voyagent. Comment ils partent, comment est-ce qu'ils partent. Bon. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature est au courant de ça? Il y a des magistrats qui sont des commerçants. Vous le connaissez, nous le connaissons. Et vous voyez, à un certain moment dans le corps d'avocats, il n'y avait pas de sanctions. Depuis un certain temps, je pense que chaque mois, il y a des avocats radiés, il y a des avocats omis, il y a des avocats interdits. Merci, Maître Riguen Walukuka. Nous prenons le tout premier dossier. Nous revenons encore au discours du chef de l'État aux Nations Unies, là-bas aux États-Unis. Donc, la réaction de la société civile, toujours par rapport à ce discours qui a fait couler et qui continue à faire couler beaucoup d'encre de salive. Henriette Ouamou, députée nationale, a réagi aussi, elle a donné son point de vue. Et évidemment, notre rédaction, comme vous le savez, aime interroger ses téléspectateurs et ses téléspectatrices. La rédaction de Congo Web Télévision est descendue dans la rue et a posé la question à ses téléspectateurs et téléspectatrices. Plus de détails donc dans ce premier grand condensé. Le dialogue et la justice réparatrice. Après les discours du chef de l'État, les Quinois ayant suivi de près n'ont pas manqué de mots. Interrogés quant à l'analyse de cette allocution de Joseph Kabila Kabange aux Nations Unies, ces messieurs ne jurent que sur la souveraineté de la RDC. Que nous devons être unis, comprendre que cette histoire d'ingérence, c'est ce qui tue les pays africains. Et si le président de la République a encore martelé sur ça, nous devons appuyer, croire, être sûrs et confiants que nous, entre nous Congolais, nous pouvons encore faire quelque chose. Les élections doivent constituer une priorité pour la sortie de la crise au pays. Pour ce, le président de la République est invité à concrétiser ses promesses comme annoncé du haut de la tribune des Nations Unies. Le président a promis des élections, mais sans préciser des dates. Il n'a pas donné une date concrète parce que les élections restent la seule crise, la cause de la crise qui règne dans les pays jusqu'à maintenant. Le chef de l'État peut parler parce que c'est la voie sûre et la voie légale de la nation, mais nous laisser dans l'impasse comme ça, ça ne fait que régner la terreur et faire monter encore la tension dans les pays. C'est vrai que le peuple attend des élections et nous voulons qu'il associe à ses paroles des actes. Puisque les politiques aujourd'hui entendent parler, mais nous ne voyons rien de concret. Alors ils ont signé un accord que nous avons tous lu en tant que peuple et nous voulons que, vu que l'accord dit que cela se fasse à la fin de cette année. L'avenir de la RDC dépend de la volonté politique et la seule voie du développement et de l'émergence du pays, c'est l'union et la détermination, ont précisé ces intervenants. Les propos du chef de l'État Joseph Kabila tenus lors de l'Assemblée générale des Nations Unies sont soutenus totalement par Daniel Mouyamba, coordonnateur du mécanisme populaire de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un discours tout à fait soutenu et pertinent. Il a insisté que les élections auront bel et bien lieu dans notre pays et cela est vrai et c'est une évidence. Sur la question de la CENI qui est habilitée à organiser ou à
pour publier le calendrier, je note que ça a été une très bonne précision. La question de l'ingérence ou du dictat de l'extérieur s'agissant de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, cet activiste de la société civile adhère au point de vue du chef de l'État. Pour lui, il s'agit de questions liées à la souveraineté nationale. Le président de la République voulait dire, c'est-à-dire la République démocratique du Congo est non seulement indépendante, mais aussi elle est souveraine. On ne peut pas, parce qu'on est dans un village planétaire, perdre tout ce qu'on a de substantiel pour son existence ou pour ce qui est de la souveraineté. Les discours de Joseph Kabila, bien que du déjà entendu selon une certaine opinion, expliquent clairement la situation du pays, estime Daniel Mouyamba. C'est lui le chef de l'État. Donc, à mon sens, il a suffisamment donné la position de la RDC et qu'à ce titre de la communauté internationale ont compris ce que la RDC veut et ne doivent que s'inscrire, s'ils ont besoin de travailler avec la RDC, s'inscrire dans la voie que le chef de l'État a tracée. Il a tenu à faire lui-même ses discours aux Nations Unies. Je crois qu'il y avait là-dedans une détermination à donner, ce que je peux dire, la véritable position de la RDC et avec sa personne. Le MPSA, en tant qu'organisation de la société civile, invite la classe politique congolaise à se dépasser afin de créer un climat de paix en République démocratique du Congo. Nul n'ignore que notre pays traverse une période de turbulence. La présidente de l'Alliance pour le progrès du Congo n'est pas passée sous les dos de la cuillère à l'issue de la célébration de 2 ans d'existence de son parti. Henriette Ouamou a appelé les militantes et militants de l'APC à se mobiliser comme un seul homme pour contourner les manœuvres dilatoires du pouvoir en place s'agissant de l'organisation des élections. À l'en croire, la tenue des élections au 31 décembre 2017 reste une priorité. Pour nous de l'APC, l'organisation des élections au 31 décembre 2017 pour rien. Tel que le stipule l'accord de la Saint-Sylvestre. En tant que membre du RASOP, nous tenons à cet accord comme les doigts de l'œil. Pour cet élu du peuple, l'adresse du chef de l'État Joseph Kabila à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU n'a pas été à la hauteur. La 72e session ordinaire des Nations Unies. Voilà une occasion donnée au pouvoir de Kinshasa de saisir cette balle au bond pour faire preuve de leur bonne foi à conduire ce peuple meurtri aux élections comme le veut l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais hélas, que ne fut notre étonnement de constater qu'une fois de plus, le chef de l'État est demeuré égal à lui-même. Et cela malgré les très fortes pressions de la communauté internationale. Le même discours au contenu évasif nous a rabattu les oreilles. C'est du déjà entendu. Que des promesses non tenues ont rabattu les oreilles de l'assistance et de surcroît du peuple congolais entier. Concernant l'organisation du 3e dialogue, l'Alliance pour le progrès du Congo dit ne pas être partie prenante. Henriette Ouamou a également saisi cette opportunité pour dresser le bilan des actions menées durant 2 ans d'existence de son parti et promet d'intensifier ses actions sur l'ensemble du territoire national. Maître Rigen Walukunga, vous avez suivi les déclarations des uns et des autres. Personnellement, quelle est votre propre lecture de ce discours tenu par le chef de l'État aux Nations Unies? Bon, je relèverai plusieurs éléments par rapport à l'intervention du président de la République, Joseph Kabila, aux tribunes des Nations Unies. Ce que je peux d'abord dire, dans un premier lieu, c'est que il a rompu à une tradition sur laquelle il était toujours mandaté. Vous allez vous souvenir que les années passées, lui-même n'est pas intervenu. C'était par le biais du ministre des Affaires étrangères. Cette fois-ci, il est allé lui-même. Il est allé lui-même. Il ne sort pas beaucoup, comme on remarque que le président ne se déplace pas beaucoup, oui. Le président de la République. Oui, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport aux différentes réactions que nous venons de suivre ensemble avec vous.
Je commencerai d'abord par mon frère qui est de la société civile, parce que moi je suis avocat, je ne suis pas inclus dans l'un ou l'autre parti politique. Ça, il faut le préciser, c'est-à-dire que je suis de la société civile. Je déplore que la multiplicité des sociétés civiles font casser que les gens puissent prendre la parole en nos lieux et places sans que nous les ayons mandatés, et ils disent des choses qui constituent en soi des choses qui nous blessent, parce qu'ils ne marchent pas ou ne cadrent pas avec la réalité des choses. J'aimerais dire une chose. Lorsque vous prenez la loi, les Congolais ne répondent pas du tic au tac à la question. Lorsque vous interrogez la loi, ce n'est pas le président de la République qui organise les élections. C'est la CENI. C'est la CENI. Le calendrier ne vient pas de lui. Donc c'est un élément étranger. Moi je parle de la loi. Vraiment, si je ne parle pas de la loi... Sans état d'âme. Hein? Sans état d'âme. Okay. Donc si on commence à solliciter, ou le président de la République commence à s'immiscer dans l'exercice ou dans le fondement de parler des élections, alors je me dis que les suffixes qui se trouvent sur la commission nationale, la CENI, oui, et ce suffixe n'a plus son pesant d'or. Donc ce n'est plus une commission indépendante. Elle dépend de quelque chose, entre guillemets, vous comprenez ça. Moi, j'avais voulu casser que le président de la République puisse user beaucoup plus de son silence et laisser la CENI faire son travail. Parce que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Vous comprenez? Et la présidence de la République, ça fait toute une institution. Pour vous, Maître Riguen Walukonka, le discours du chef de l'État était tout à fait protocolaire. Donc, il pouvait le dire ou ne pas le dire. Ça n'impacte rien. Il pouvait le dire ou ne pas le dire parce qu'il n'est pas membre de la CENI. Il n'est pas président, ni même, il n'est pas dans le plénière de la CENI. Donc, le chef de l'État, selon vous, Maître Riguen Walukonka, ne peut pas parler de la CENI ou faire mention de la CENI dans ses discours, c'est ça? Absolument. Okay. Absolument. Absolument. C'est la CENI. Je pense qu'aujourd'hui, si les élections ne sont pas organisées, ça m'engage que moi. Si les élections ne sont pas organisées, la charge incombe totalement à la CENI. Le chef de l'État n'a aucune responsabilité dans cette histoire, même en tant que garant de la nation, autorité morale. Oui, là, la responsabilité, oui, Madame Paulette, la responsabilité intervient au second degré, en tant que président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Si les institutions ne fonctionnent pas bien, il est responsable. Oui. Mais pas coupable, hein, nous dirait Mende peut-être, il trouvera bien des formules. Non, je ne suis pas dans des formules de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Lambert Mende. Je ne suis pas vraiment dans ses expressions et dans son éloquence. Moi, je dis tout simplement que, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, oui, il est responsable au second degré. Lorsque Corneille Nangaa, je prends un petit exemple, je n'ai pas l'habitude vraiment de citer le nom pour identifier l'institution. C'est lui le président de la CENI. Non, je n'aime pas. Nous avons échoué parce que nous avons l'habitude d'identifier l'institution à la personne. Donc, oui. Corneille Nangaa n'est pas égal à la CENI. Pas du tout. Oui, non. Je me dis que la responsabilité totale incombe au président de la CENI et à son staff dirigeant. La liturgie d'organiser les élections n'appartient qu'à cette institution. S'il trouve que ça ne marche pas, la meilleure voie qu'on a donnée à toute personne avertie est celle de démissionner. Ce n'est pas dans notre culture, Maître Riguen Walukonka, et vous le savez très bien, que les Congolais démissionnent rarement ou pas du tout. Oui, mais les élections, elles sont de quelle culture? Ah oui. Si vous trouvez que la démission n'est pas de notre culture, et les élections ne sont pas de notre culture, les institutions établies ne sont pas de notre culture, alors retirons-nous de ces institutions. Vous avez bien dit quelque chose qui m'a fait tourner ou fait réfléchir deux fois. Le président de la République est responsable au second degré. Maintenant, que peut-il faire pour changer la situation, changer la donne? Que peut-il faire? Il va rester comme ça, on ne rien fait parce qu'il est responsable au second degré, parce qu'on le veuille ou pas. C'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions. Il doit faire quelque chose. Pratiquement, que doit-il faire? Bon, Madame Paulette, je viens de vous dire que moi, je maintiens toujours à la loi. Lorsque M. Joseph Kabila a déposé sa candidature, il n'a pas déposé comme étant du PPRD ou de notre parti politique. Il a été récupéré
à cause de son silence par les PPRD. Cette question, je l'ai posée, Maître Regan. Voilà, cette question, je l'ai posée aux gens du PPRD. Pourquoi le chef de l'État ne se présente-t-il pas sous la casquette du PPRD? Ils ont dit qu'il est le fondateur, l'instigateur, je ne sais pas moi, quoi, de l'autorité morale. Donc le chef de l'État n'engage pas le PPRD. Laissez-moi vous interrompre. Je vous en prie. Ça, c'est les discours politiques. Moi, je suis un avocat. Je pense que même si je ne suis pas un avocat, tout le monde s'en tient à l'écrit. Parce qu'on dit qu'en présence d'un écrit, on n'oppose rien. Quand est-ce que, où a-t-il signé un document comme étant membre du PPRD? Moi, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, heureusement que je l'ai dit sur votre plateau, il a été récupéré à cause de son silence. Il n'a jamais été du PPRD. C'est un groupe de gens qui s'est formé pour aller organiser une majorité présidentielle. Il ne sait jamais. Le terme autorité morale n'est pas juridique. L'autorité morale. L'autorité morale. Juridiquement, ça veut dire quoi? Ce terme, il n'appartient qu'aux politiciens. Donc, juridiquement, ça n'existe pas, autorité morale. Ça n'a aucun poids juridique. Pas du tout. Je peux vous faire rire. Quelque part, j'ai entendu parler, je défendais une cause, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est l'autorité morale de notre succession. Allez-y comprendre que nous sommes des premiers à créer des termes qui ne vont pas, qui n'existent même pas. L'autorité morale. Comme le sémi-biométrique qui n'existe même pas. On en parlera. Écoute-moi encore. Lorsqu'on parle de l'autorité morale, vraiment dites-moi, Madame Paulette, je connais votre niveau d'investigation. Dans quel autre pays, à part la RDC, où on parle de l'autorité morale? Vous comprenez que c'est un vocabulaire qui revient seulement à l'homme politique congolais. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de parler de l'autorité morale? Est-ce que vraiment un intellectuel digne de son rang peut-il parler de l'autorité morale? Est-ce que même M. Joseph Kabila Kabange a-t-il déjà parlé une fois qu'il est l'autorité morale? On a toujours dit que la règle du silence est plus élevée. Qui ne dit mot consent? Maître Regan, qui ne dit mot consent? Ce n'est pas différent de ce que j'ai dit. Ce n'est pas différent de ce que j'ai dit. Que la règle du silence est plus éloquent que tous les bruits. Nous prenons le deuxième chapitre, mesdames et messieurs. C'est une déclaration par rapport à l'objectif 2017 sur la tenue des élections et sur l'alternance. On y est, on va encore en parler de cette alternance. Vous avez suivi Maître Regan Waluko vous a dit si les élections ne sont pas notre culture, eh bien, nous devons vraiment trouver autre chose. Et la conférence de presse de la SENCO à Bruxelles en Belgique. Plus de détails dans ce deuxième chapitre. L'idée de convoquer un troisième dialogue rencontre une nouvelle opposition en RD Congo. Le président de la SENCO a fait savoir que son institution n'est pas disposée à piloter un éventuel troisième dialogue, car soutient-il, l'accord de la Saint-Sylvestre souffre de mise en œuvre à 90%. Monseigneur Marcel Outembi est d'avis qu'il est possible de désamorcer la crise politique en RDC sans un autre dialogue, raison pour laquelle les évêques de la SENCO continuent de plaider pour l'application intégrale de cet accord, étant donné qu'il constituait la seule feuille de route pouvant sortir la RD Congo de la crise institutionnelle qui la secoue. Monseigneur Fidèle Tselele, qui accompagne le président de la SENCO dans cette mission de plaidoyer auprès des institutions et gouvernements européens, a pour sa part signifié, je cite, avoir la délinquance de l'homme politique congolais, un autre dialogue irait dans le sens de saper l'accord du 31 décembre 2016. Fin des citations. Les évêques de la SENCO ont également déploré le fait qu'aucun calendrier électoral n'a encore été publié avant de dresser un tableau sombre et sans complaisance de la situation des droits de l'homme en RD Congo. C'est le moment. It's time. Tango Koki. Finduetu. Ça c'est Inainea. Tango Ifweni. Comme cela se déclare dans toutes nos langues nationales. L'objectif 2017 prend l'engagement à n'importe quel prix à jouer son rôle pour que l'alternance soit une réalité au plus tard le 31 décembre 2017. Le leadership de l'objectif 2017 propose ses services avec son impartialité légendaire afin de présider la dite transition de tout au plus 3 mois allant du 1er janvier au 31 mars 2018.
afin de finaliser avec toutes les opérations ayant trait aux élections. Là, nous faisons allusion à l'audit du fichier électoral, consolider les chiffres et les élections proprement dites. Rappelons à tous ceux qui veulent contrarier la démarche constitutionnelle en vue de l'obtention de l'alternance au pouvoir en décembre 2017, sachant que le pouvoir qu'ils exercent n'est pas à eux, plutôt à celui du peuple qu'ils discréditent. Ce sont des provocations et des intimidations qui n'auront aucun effet suite à la détermination de la population. Par ailleurs, nous rappelons à la CENI qu'elle a déjà violé l'article 73 de la Constitution du 18 février 2006, synonyme d'une autre trahison. Si elle peut se ressaisir par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre, à nous présenter un calendrier électoral au plus tard le 30 septembre 2017. Chers compatriotes, la liberté d'un peuple est fiable lorsque celle-ci est issue de l'engagement de ces dignes fils que nous sommes. À chacun, face à ses responsabilités, de faire quelque chose pour la liberté de notre pays. L'objectif 2017 lance un appel à toute la jeunesse congolaise, en particulier, et à la population congolaise en général, à se joindre à la démarche de triompher la voie de la raison. J'ai un juriste avec moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue, Maître Riguen Walukunka. Est-ce que l'accord de la Saint-Sylvestre est-il violé ou est-il appliqué aujourd'hui? Bon, parce que vous avez parlé de l'accord, là je suis en train de voir la volonté d'une ou de deux ou plusieurs personnes de vouloir atteindre un objectif précis. Et pour dire que j'aimerais être sincère, cet accord est violé. L'accord de Saint-Sylvestre est violé. J'aimerais vous dire. Personne ne peut remettre en cause que l'actuel Premier ministre, Bruno Tshibala, disant qu'il est issu de l'UDPS, alors qu'avant bien même sa nomination, il était déjà exclu de ce parti. Radié de ce parti. Radié. Lorsque on colle sur lui l'étiquette qu'il est Premier ministre issu d'un parti qu'il avait déjà radié, c'est à dessein qu'on le fait. Si je peux dire en lingala, basali on enco, oui, et c'est déjà la première violation. La deuxième violation, c'est lorsqu'il y a des escarmouches tout autour de la nomination de M. Joseph Olengankoy comme président de CESA. Il faut d'abord commencer que la manière par laquelle il a été nommé, désigné ou choisi, suivant les termes, peu importe les termes, c'est en violation. Parce que nulle part, il a été dit que ce sont le président des deux chambres, voulais-je dire, le Sénat ainsi que le Parlement, qui doivent procéder à la concertation telle qu'ils avaient fait pour aboutir à une quelconque nomination. Madame Paulette, j'aimerais vous dire pourquoi j'aimerais être sincère. Parce que ce que vous enregistrez aujourd'hui, demain ou après-demain, va demeurer. Je n'aimerais pas casser que mes fils ou mes arrière-petits-fils puissent dire que papa, vous avez hypothéquer votre savoir d'autant d'années devant la faculté de droit, ainsi que votre serment d'avocat pour plaire à qui que ce soit. Nous devons être en face de la vérité, nous devons être en face des accords pour que nous puissions... Pourquoi ça patauge? L'applicabilité, vous avez suivi les archevêques, les évêques pardon, qui sont à Bruxelles, qui ont dit que non, ils ne sont pas pour un troisième dialogue, parce que de toutes les façons, c'est par manque d'applicabilité de cet accord. Pour vous aussi, vous plaidez pour un troisième dialogue, parce que le chef de l'État a dit, la porte est ouverte, il faut qu'on dialogue à tout moment, à tout moment. Quand ça cale, quand ça bloque, on dialogue. Quand ça bloque, on dialogue. Donc pourquoi cette fois-ci, les gens ne tiennent pas à ce troisième dialogue? Pourquoi on parle de troisième dialogue? C'est-à-dire qu'il y a eu un premier dialogue et que ça n'a pas marché, un deuxième dialogue, ça n'a pas marché.
Pourquoi nous devons aller sur le troisième dialogue? Même le dialogue aussi, c'est pour la paix, c'est pour sauver la RDC, c'est pour sauver l'intégrité des vies humaines. On peut en avoir mille. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au départ, il faut savoir que le respect des cultures, le respect de la parole donnée n'appartient pas aux politiciens congolais. Et c'est malheureux, et c'est marrant lorsque vous voyez quelqu'un ôter sa veste comme étant, je peux dire comme étant médecin pour devenir plus tard politicien. Je ne sais pas quelle est cette fonction-là qui existe au monde qu'on appelle politicien. C'est seulement au Congo. Pourquoi les gens veulent y aller? Qu'est-ce qu'ils gagnent là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de profitable là-bas? Qu'est-ce qu'il y a pour développer la société là-bas si ce n'est que pour la détruire? Rendez-vous compte seulement le respect tout simplement d'un accord. On se sent mal. Nous avons la volonté d'exécuter certains accords, de les respecter. Faute des aléas de la société, ça nous fait mal. Et on se sent vraiment mal à l'aise vis-à-vis de nos concomitants lorsque nous ne parvenons pas à respecter des accords. Mais l'homme politique, il pense être plus intelligent que les 65 millions de Congolais pour chaque fois dire qu'il faut aller au troisième. Qu'est-ce que nous allons dire au troisième dialogue? Non, je m'excuse, madame. Qu'est-ce que nous allons dire au troisième dialogue que nous n'avons pas dit au premier dialogue, ni au deuxième dialogue? Et qu'est-ce qui prouve qu'au troisième dialogue, vous allez tout respecter? Sommes-nous des gens de la transition, Maître Rigeno Lukonka? Maintenant, là, dans ce timing, ici, là, nous sommes déjà dans la transition? Oui, nous sommes déjà dans la transition. Nous sommes déjà dans la transition, d'autant plus que les élections n'ont pas été organisées dans les délais impartis. Pourquoi les élections n'ont pas été organisées? C'est autant de questions que les Congolais ne veulent pas se poser, ou ceux-là qui prétendaient être prêts pour l'organisation des élections, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de prévision. J'aimerais vous donner un petit exemple. Nous avons vécu, lors du deuxième mandat du président Joseph Kabila, le premier ministre qui a fait beaucoup plus longtemps, c'est Matata Ponyo, n'est-ce pas? Vous avez des archives. Chaque fois, il préconisait, il y avait des réserves, il y avait le développement, il y avait ceci, et l'économie en ascenseur. Le cadre macroéconomique était assuré. Oui. Mais, aujourd'hui, où en sommes-nous? On vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Et tout ce qu'il disait, où en sommes-nous aujourd'hui? Une transition sans Kabila, Maître Rigeno Lukonka, parce que c'est une autre option qui est levée par une frange de l'opposition pour organiser les élections dans un climat apaisé, serein et tout ça. Il propose une transition sans Kabila. Vous, en tant que juriste, en tant qu'élite de mon pays, vous pensez qu'une transition sans Kabila serait la solution finale? Je vous donne mon sentiment sincère et exact. Je suis méfiant vis-à-vis de ces genres de comportements. C'est lui qui sera là, qui vous dit qu'il fera mieux que Kabila ou qui vous dit qu'il ne fera pas mieux que Kabila. Je vous dis sincèrement. Je viens de vous dire que les politiciens, l'homme politique ne respecte pas ses engagements. C'est l'homme politique congolais, peut-être qu'il ne faut pas mettre ça en général. Je parle de l'homme politique congolais. Exactement. Qui vous dit qu'il va respecter? Quel est d'abord le mécanisme à appliquer? Pour appliquer cela? Oui, c'est suivant quelle loi? Moi, je suis méfiant vis-à-vis de l'homme politique. Je vous dis sincèrement. Mais la Constitution n'est pas violée, parce qu'il y en a qui disent qu'on a déjà violé certains des articles de la Constitution par rapport à la prolongation du mandat du chef de l'État. Donc, on peut trouver des astuces ou des alternatives. On a bien trouvé le 1+4, Maître Rigeno Lukonka, à l'époque. C'était dans quelle loi, dans quelle Constitution? Le 1+4 a été établi pour sauver la RDC. On bien peut trouver des palliatifs pour sauver la RDC. Non, c'est tout différent. C'est tout différent. À l'époque, lorsque nous sommes allés de 1+4, il faut savoir que c'était tout juste après la chute du maréchal Mobutu, et il y a Laurent Désiré Kabila comme président. Il a évincé le pouvoir de Mobutu, et après sa mort, Joseph Kabila a hérité la situation suivant à la suite d'une guerre qui nous avait été imposée, et pour la guerre, il a fallu passer par une transition parce qu'on n'avait pas de constitution à proprement parler. Vous comprenez? Là, nous sommes dans un contexte tout à fait différent. La RDC aujourd'hui n'est pas en guerre, il n'y a pas de poche de... Non. Moi, je me dis que c'était la guerre et après la Constitution. Donc, la Constitution avec la Constitution de la transition avec la formule qu'on avait dit des 1+4. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas parler de 4+1. Alors que c'est les 4 qui est supérieur par rapport à 1, mais 1+4. Mais aujourd'hui, avec l'accord de Saint-Sylvestre, où a-t-on dit dans la Constitution qu'il a fallu passer par un accord pour prolonger
le mandat ou le délai, je ne sais pas quoi, du président de la République. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons que vivre de violation en violation. Même, j'accepte bien, je suis chrétien catholique, j'aime bien la tâche des bons offices la Senco. Oui, la Senco, oui, nous l'acceptons. Mais bon, bien sûr que c'était en violation de la Constitution. Parce qu'il ne leur appartenait pas de solliciter même l'opposition, même le pouvoir en place, d'aller au-delà du mandat imparti. Nous prenons le troisième chapitre, mesdames et messieurs. Nous avons parlé de la guerre, nous avons parlé de la situation de la RDC. Comme vous le savez, la RDC reste toujours un pays post-conflit. Nous allons parler encore des affrontements à Uvira. Ça a été en tout cas très délicat cette semaine. Beaucoup d'informations ont circulé par rapport à Uvira. Uvira est tombé, Uvira n'est pas tombé. Alors Congo Web Télévision, on en parle dans ce troisième chapitre. Et évidemment, comme nous sommes en province, eh bien, nous y restons. Nous allons parler du barrage de Katende au Kasaï. Nos sources parlent d'un groupe rebelle qui a lancé une attaque ce mercredi 27 septembre 2017 pour s'emparer de la ville d'Uvira. Les éléments des FARDC ont répliqué fortement, empêchant ce dernier à occuper cette partie du Sud Kivu. Ces affrontements ont paralysé toutes les activités de la ville au bord du lac Tanganyika et ses environs, précisément près de la frontière avec le Burundi. Boutiques, magasins et marchés sont restés fermés. Les écoles de leur côté s'y sont également vidées. Sous les crépitements de balles, certaines personnes cherchaient des abris. Nos sources indiquent que ces combats entre ce groupe Maïmaï et les FARDC se sont déroulés sur la colline au quartier Chichi, au-dessus de la prison centrale plateau surplombant la ville d'Uvira au sud Kivu. Jusqu'à la dernière information, aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Ces travaux qui se trouvaient à l'état d'abandon viennent d'être relancés grâce au partenariat entre le gouvernement de la RDC et celui de l'Inde. Un pari gagné pour le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Jean-Marie Ngele Ifoto, en compagnie de son collègue John Kwete de la coopération et développement, qui du 11 au 22 septembre dernier sont descendus sur terrain à Katende, et c'est malgré l'état d'impraticabilité des routes. Cette descente a permis aux deux parties, entre autres Congolais et Indiens, représentés par son ministre des Affaires extérieures, de l'équipementier BHL et du délégué de l'Exim Bank qui finance le projet, d'évaluer les travaux de génie civil déjà effectués à 65%, ce qui laisse le ministre rassurant. Nous sommes venus, comme vous voyez la délégation est costaud, nous sommes venus dans la foulée des travaux, de l'ouverture des travaux du forum sur la paix dans l'espace kassaïen. Nous sommes venus aussi pour le Grand Katende. Nous sommes venus faire quoi? Nous sommes venus nous rendre compte. C'est une visite d'inspection et de travail. Nous rendre compte et faire un état des lieux avant que la nouvelle société commence à relancer les travaux. Et nous souhaitons que la reprise de ces travaux et surtout la réalisation de ces projets se fasse dans un délai beaucoup plus bref. Et notre satisfaction, c'est la partie indienne qui est avec nous dans ces projets. N'oubliez pas que Katende, le Grand Katende, c'est un crédit de l'ordre de 360 millions de dollars par le gouvernement indien, via Exim Bank Inde, et que c'est avec la partie indienne avec qui nous sommes venus sur le terrain. Elle est satisfaite comme nous-mêmes. L'entreprise NPCC pourra achever ses travaux et simultanément construire les lignes et réseaux de distribution. Notons que le vice-gouverneur du Kasaï central et les autorités traditionnelles ont été également dans la suite du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Donc, avec certitude, nous pouvons donc le dire, Uvira n'est donc pas tombé. Les FARDC ont réussi donc à bloquer le processus, en tout cas, des rebelles vers Uvira. Maître Rigan Walukonka, c'est vrai que cette situation d'affrontement perdure à l'Est, et il y a beaucoup d'internautes qui m'ont dit de vous poser carrément la question, comment on parvient à mater les rébellions à l'ouest,
et à l'Est, ça perdure. Qu'est-ce qui explique que cela perdure autant à l'Est? Bon, je ne maîtrise les Enyélé, pas... on les a maîtrisés, un temps, 3 mouvements, les Bundu Dia Congo même, mais comment à l'Est, ça perdure? Bon, j'aimerais parler de la situation de l'Est parce que j'y parle souvent. Et au départ, il faut d'abord maîtriser la zone Est de la RDC. Une zone compliquée, selon vous? Oui, c'est une zone compliquée. Trop de minerais, trop de richesses, c'est ça? Non. J'aimerais parler sur le plan stratégique, militaire. C'est une zone montagneuse. Moi, je suis né à l'Est. Moi, je suis né à l'Est et la plupart de mes voyages, je les fais souvent à l'Est. Et c'est un coin que je maîtrise un peu bien. Le premier élément, c'est celui-là. Le deuxième élément, c'est-à-dire que ça, c'est la défaillance de la République. Ne parvenons pas à maîtriser bien nos frontières. Il y a pourtant des bornes, non? Laissées après les indépendances, donc c'est connu. Les frontières de la RDC non, sont c'est seulement théorique. Ce n'est pas pratique. Lorsque vous allez, par exemple, à Goma, vous allez trouver que notre frontière séparant notre pays au Rwanda, oui, ça a été bousculé un tout petit peu. C'est vice-versa, donc les problèmes se posent par-ci par-là. Mais parlant de l'insécurité, je pense que si c'est au niveau du chef de l'État ou au niveau du ministre de la Défense, on doit pouvoir approfondir la question. Y a-t-il des gens qui tirent des dividendes derrière cette guerre? Plus ou moins 20 ans, je crois que ça doit être une certitude parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent derrière toutes ces petites guerres, des seigneurs de guerre. Moi, ce qui me fait horreur, c'est que nous sommes en train de parler, les gens sont en train de rire, les autres s'enrichissent, mais il y a des gens qui meurent. Je pense que déjà la mort seulement d'une seule personne, ça coûte trop cher à la communauté congolaise. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui perdent leurs biens. C'est une mort à partir. Mais moi, j'aimerais parler de la mort physique. Qui tire profit derrière tout cela? Et eux-mêmes, les fils de l'Est, parce qu'on dit que c'est quelque chose d'entretenu aussi par eux-mêmes, les fils du coin. On ne comprend pas très bien comment ça perdure. Tout ça, on peut rejeter, mettre Rigen vraiment toute la responsabilité qu'au Rwanda, au Burundi et l'Ouganda? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Laissez-moi parler sur votre plateau d'une théorie que nous avions appelée en criminologie, la théorie thermique. La théorie thermique veut que dans les régions chaudes, comme à l'ouest, comme vous l'aviez dit, les crimes sont dirigés vers les biens, les matériels. Par contre, dans des régions froides, comme à l'est de la RDC, là où il fait frais, les crimes sont dirigés contre les biens. C'est un élément primordial. Et je me souviens que mon professeur de criminologie, le professeur Kassono Mwidingi, qui est mort paix en son âme, il nous disait chaque fois que vous allez constater que les gens qui sont dans des régions chaudes sont des gens qui n'ont que des violences verbales. Comme les Bangalas, permettez, hein? Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Mais les gens qui sont dans des régions froides, ils n'ont pas la culture de violence verbale, mais ils passent à l'acte. À l'acte directement. À l'acte directement. Alors, est-ce que vraiment, au niveau national, au niveau du gouvernement central, a-t-on déjà pris des résolutions sérieuses? Je parle de résolutions sérieuses. Quand je parle de résolutions sérieuses, dans le sens de dire créer une commission, de regarder comment est-ce qu'on peut travailler pour mettre fin à la guerre dans ces coins-là. Approcher les différentes rébellions et poser le problème. Il y a déjà une table ronde. Hein, non, je parle de sérieux. Ce qu'on fait, ce n'est pas sérieux, madame. Laissez-moi vous dire, ce qu'on fait, ce n'est pas sérieux. Les gens viennent pour s'enrichir, les gens viennent pour tirer des dividendes. Ils se retirent, ils partent. Ce n'est pas sérieux. Mais ça va perdre. Une parenthèse que j'ouvre et que je referme immédiatement. Combien de fois les investisseurs sont venus, ils sont partis parce que nous n'avons pas des autorités sérieuses? Combien de fois ils réclament chaque fois des commissions? Parce que
vous avez fait épingler un élément sur la chute des Katende, si vous me permettez d'en parler un tout petit peu. On y va déjà, c'est ce barrage qui n'en finit jamais. Oui. Moi, Qui n'en finit jamais. Depuis que je suis né, j'entends parler du barrage de Katende. Aujourd'hui, j'ai 46 piges, ça ne finit jamais. Oui. C'est pas possible. Qui n'en finit jamais. Mais il y a de cela 2-3 ans, pas une autre personne, le chef de l'État lui-même était là. On nous avait promis que d'ici là, donc nous n'avons jamais atteint ces d'ici là. Question de timing, on ne sait jamais. Les élections, c'est d'ici là. Le barrage, c'est d'ici là. D'ici là, nous n'avons jamais atteint ces d'ici là. Un programme bien précis, une datation bien précise par rapport à notre programme. À chaque fois que nous nous approchons de ces là, qui vient d'ici, et les là se repoussent. Je pense que je me fais comprendre. Je vous en prie, on vous comprend. Non, d'ici là, c'est juste quand. C'est une histoire qui date. Je me souviens que j'étais à l'école primaire, cette histoire de chez des Katende. Je n'aimerais pas aller trop loin avec le gouvernement Matata Ponyo. Je me souviens, mon vieux Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, on a parlé de chez des Katende. Quel est ce titre-là qui ne se termine pas? Ce barrage-là qu'on ne construit jamais. Oui. Alors, est-ce que c'est... Vous voyez le problème? S'il faut épingler les deux problèmes à la fois, le problème de la guerre à l'Est et le problème des barrages de Katende, est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez vraiment que c'est sérieux? Il y a des millions, des millions, des milliards, on peut dire. Quand vous prenez tout simplement l'argent qui a été déboursé réellement pour l'aménagement ou la construction des barrages de Katende. L'argent a été déboursé, selon vous? Il y avait même eu des cotisations, je me rappelle encore, on avait demandé la cotisation des fils et des filles. Je suis Kassaïen. Vous avez cotisé, donc... Je suis Kassaïen. Alors, à qui se plaindre quand ça ne va pas? Quand je dis que je suis Kassaïen, c'est parce que c'est par là qu'on vient ériger le barrage. Mais il faut que je dise que je suis Congolais pour dire que de ces barrages, on va alimenter plusieurs provinces de la République. Et c'est toujours un homme qui va venir et tire des dividendes. Quand je parle de dividendes, c'est une façon de me moquer de cet enrichissement parce que ça constitue vraiment un château de cartes. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un devenir plus riche et demeurer riche, même sa progéniture, devenir riche à la suite de tout ce qui se passe là-bas. À cause de tous ces détournements. Oui. Nous continuons, mesdames et messieurs, l'avant-papier par rapport à la journée internationale de droit à l'accès à l'information. L'information est un droit universel reconnu aujourd'hui. Même l'Internet est un droit, en tout cas humain, reconnu aujourd'hui. Nous allons parler aussi de la réaction de la pétition contre le président de l'APIC. À l'ère actuelle de la mondialisation, l'accès à l'information est indispensable pour bâtir des sociétés du savoir plus inclusives et plus durables. Tel est le message lancé par l'UNESCO à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. À en croire le représentant de cette organisation en RDC, cette année, l'accent est mis sur le rôle essentiel que l'accès à l'information joue dans la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Abdourahmane Diallo a à cette occasion invité tous les gouvernements et partenaires à mettre à profit le potentiel de technologie de l'information et de la communication pour atteindre l'objectif de développement durable. Cette journée a une pertinence toute particulière dans le contexte du nouvel agenda 2030 de développement durable. Ainsi, en partenariat avec les partenaires gouvernementaux, les universités, la Commission nationale pour l'UNESCO, les agences du système des Nations Unies, le bureau de l'UNESCO ici à Kinshasa s'est proposé de célébrer avec vous la journée mondiale de l'accès à l'information. Cet événement souligne ainsi l'importance clé de l'accès à l'information dans l'achèvement, la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Cette célébration était une occasion pour le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga, de mettre en exergue le rôle de l'information dans la paix. Cette célébration nous donne à tous l'opportunité de réfléchir sur le rôle de l'information dans la promotion de la culture de la paix et le développement. La paix est un concept qui fait référence à cette possibilité
ouverte et affirmée par et pour tous les individus composant une société de vivre en communauté, dans la tranquillité et la quiétude, la paix ne peut s'appréhender sous l'unique prisme de l'absence de troubles, de conflits ou de guerre. La Journée internationale de l'accès universel à l'information est aussi une opportunité pour l'UNESCO de renouveler son engagement en faveur de la liberté d'expression et de la sécurité des journalistes. Pour rappel, c'est en 2015 que l'UNESCO a adopté une résolution proclamant le 28 septembre de chaque année Journée internationale de l'accès universel à l'information. Les députés provinciaux qui sont impayés depuis pratiquement 5 mois ont voulu savoir ce qui se passait concernant leurs émoluments. À la suite de quoi, ils ont découvert petit à petit qu'il y avait des indices laissant croire qu'il y avait des détournements des fonds de leurs fonds ou de leurs émoluments. Et toujours pendant qu'ils faisaient la recherche, ils ont découvert qu'il y avait des biens du matériel de l'Assemblée qui était détourné à des fins personnelles. Ils ont découvert que l'argent destiné à la sécurité sociale des députés a été détourné. Bref, tout un tas d'éléments qui exigeaient que l'on crée une commission d'enquête parlementaire. Cette commission a été créée, mais le président a fait obstruction afin que cette commission ne puisse pas prospérer. Sur ce, les députés ont décidé aujourd'hui de lui déposer un mémo, c'est-à-dire après cette motion incidentielle, on lui a déposé un projet de résolution qui porte sa destitution. Et naturellement, la motion, conformément à notre règlement, devait être soumise au vote. Là aussi, c'est un problème de mégestion, de non-respect des règlements, puisque le président est passé outre. Mais ce qui est vrai, c'est que après avoir déposé ces mémos, nous avons invité à travers ces mémos le vice-président à assurer l'intérim du président pendant cette période où on aura à examiner les faits reprochés au président, parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à cela. Et surtout, nous avons également fait en sorte que le principe du contradictoire soit respecté, à savoir qu'on lui donne le temps au président et les griefs qui lui sont reprochés, afin qu'il vienne s'expliquer. Si les explications sont claires, naturellement, les choses pourraient s'arrêter là. Si les explications ne sont pas claires, naturellement, la plénière qui est souveraine prendra ses dispositions à travers une résolution. Petite correction, hein, c'est une réaction contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, donc l'APK, et non la PIC, désolé. Donc, l'accès à l'information, vous êtes juriste, moi j'aime bien avoir les juristes avec moi. Pour vous, Maître Rigen Walunkuka, est-ce que la RDC est vraiment parmi les États qui ont cette liberté d'informer leur population, selon vous? Je réponds du tout contact, non. Comment ça? Et pourtant, vous êtes là, vous parlez librement. Oui, je parle librement. C'est quoi pour vous la notion de liberté d'informer? Je parle librement parce que je suis au plateau. Oui, ça c'est un élément. Mais les informations telles que fournies, ce ne sont pas des informations, la plupart ne sont pas des informations exactes. J'aimerais vous donner un petit exemple. J'ai assisté à une aventure. Là où on a parlé de la révolution de la modernité, le matériel qui devrait être acheminé quelque part, ces matériels ne sont jamais partis. Les journalistes étaient là présents, ils ont vu le scénario tel qu'il avait été monté, mais qu'est-ce que vous avez livré à la population? Je ne parle pas des Congo Web, je parle des journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont livré à la population? Que ces matériels étaient déjà en destination, alors que ces matériels moisissaient ici à Kinshasa. C'est un exemple que j'ai épinglé. J'aimerais parler de la presse écrite. Qui ne sait pas que tel politicien appelle tel journaliste pour écrire contre telle autre personne? Et qui ne sait pas que ces journalistes-là, en écrivant tel numéro, c'est bien acheté avant même que ça soit livré.
Madame Paulette, tout ce que je suis en train de dire, j'ai vraiment peur de l'avenir. Je m'interroge chaque fois, qu'est-ce que nos enfants trouveront? Pour vous, Rigen Rolko, c'est vrai qu'on nous a un peu taclé, nos journalistes, mais je crois que c'est tous les systèmes en RDC, que ce soit du magistrat vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu. Bah oui, il faut pas se voiler la face. De temps en temps, il faut bien reconnaître ses erreurs. C'est la force d'une nation. Il faut que les erreurs nous apprennent aussi. Il ne faut pas cultiver la culture du déni. Ce n'est pas une bonne chose. Nous avons nos faiblesses, mais nous essayons aussi, dans la mesure du possible, d'y remédier. Mais selon vous, je reviens, c'est ma phrase fétiche, j'ai un juriste avec moi, entre la justice et la paix, qu'est-ce qui doit être prépondérant? Parce qu'on dit souvent que la justice bâtit une nation. Mais entre la paix et la justice, que doit-on choisir en premier? Non, j'aimerais répondre autrement. Il faut savoir que la paix, c'est un problème de cœur. La paix provient de Dieu. La paix ne provient pas des hommes. Et pour des États laïcs, les États, je ne sais pas, comment... vous pensez que même dans ces États-là, ces gens-là ne croient pas à quelqu'un. Quand je parle de Dieu, je parle de la vénération des noms vis-à-vis d'un être suprême. Okay. Donc la paix, c'est quelque chose d'interne, de personnel. Mais dans la justice, il faut d'abord savoir que dans la justice, il y a la vérité. Non, il y a la raison. Voulais-je dire. Dans la justice, il y a la raison, mais non pas la vérité. Différence. Oui, j'aimerais vous dire. Mais par contre, dans la paix, il y a la vérité, il n'y a pas de raison. Nous pouvons vivre à couteau tiré à deux. La justice vient et vous donne raison. La justice vient et me donne raison. Mais ça ne sera pas la vérité. Ça sera la raison. Vous comprenez ça? Mais quand il s'agit de la paix, dans la paix, il y a la vérité. Lorsque je vous dis que Madame Paulette, vous et moi, nous sommes obligés de faire la paix, je reconnais que je vous ai transgressé vis-à-vis de tel acte, tel acte. Vous aussi, vous dites que ma réaction n'a pas été proportionnée. Ça porte quoi? Ça porte la paix. Faut-il ça, par exemple, dans le Kasaï, faut-il des commissions de réconciliation, justice et paix pour régler certaines situations comme au Kasaï, à l'est de la République? Pourquoi utiliser les termes qui viennent d'ailleurs? Oui, pourquoi utiliser les termes qui viennent d'ailleurs? Pourquoi faire de l'importation des termes? Comme ces commissions, réconciliation, vérité, justice et paix? Non, ça existait en Afrique du Sud. Oui, mais ça a porté ses fruits quand même. Ça a porté ses fruits. Petit peu. Et chez nous, vous pensez que nous ne l'avions pas fait? C'est tout simplement parce que les gens ne veulent pas se dire la vérité en face. C'est tout simplement que lorsque les gens se mettent autour d'une même table, ils mijotent de faire quelque chose par après. La culture sud-africaine, bien sûr qu'elle commence à chuter. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, à l'époque de Mandela, la culture sud-africaine était la meilleure culture. À l'époque de Thabo Mbeki. Donc, allez-y comprendre que parce que vous avez parlé de la justice, vous avez parlé de la paix, moi je préfère parler de la raison et la vérité. La raison et la vérité. Oui. Je dis que dans la justice, il y a... Tant que les Congolais ne se diront pas les vérités en face, oui, et qu'il n'y aura pas des plans cachés, ouvrir leur cœur. Donc il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix. Je vous dis franchement, il n'y aura jamais de paix. Lorsque les gens pensent que derrière les mortiers, ils pensent que derrière les obus, ils pensent qu'en dessous d'achat de carburant ou des trafics aériens, ils pensent s'enrichir, je pense que c'est plus grave. Tout commence par là. Une fois, j'ai assisté dans un débat à la Société nationale d'électricité, SNEL. J'ai entendu un directeur juridique en train de gueuler à un comptable. Il lui dit que toi, tu penses que tu travailles mieux par rapport à celui qui est au barrage d'Inga en train de vider les huiles. Vous comprenez? Lorsque nous aurons la notion de respecter nos semblables, lorsque nous aurons la notion de dire la vérité, lorsque nous aurons la notion d'être sincères vis-à-vis de nous-mêmes, de nos familles, je pense que les choses vont se redresser. Nous prenons le volet social, pardon.
5e chapitre, mesdames et messieurs, eh bien, nous allons parler du procès Imotex Happy Congo, ce procès qui n'en finit jamais. Nous avons encore notre saga aujourd'hui et la déclaration des collectifs des jeunes par rapport à l'affaire de passeport. L'affaire Passeport Gate continue, le Passeport Gate continue parce que beaucoup de Congolais se plaignent encore malgré que les décisions officielles commencent à tomber. Hein, les répercussions sont assez dures, mais la loi est dure, c'est la loi. Nous sommes des moutons, on nous égorge. Sortez vos $250, achetez d'autres passeports, on n'y peut rien. Et nous allons aussi parler de la signature du contrat d'Etekiama. Hein. Comme j'ai un juriste avec moi, j'aimerais bien savoir si nos joueurs ont des avocats conseils par rapport à leur contrat. Parce qu'on ne comprend pas très bien ce revirement d'Etekiama, de Vita, Imana, Vita, on ne comprend pas très bien. Nous allons voir plus de détails donc, dans ce tout dernier condensé, mesdames et messieurs. Nous, jeunes, réunis autour du collectif des jeunes pro-changement, avons décidé de nous adresser collectivement au vice-ministre des Affaires étrangères, Agé Matembo Toto, en vue d'obtenir les retraits immédiats de son communiqué notifiant la décision gouvernementale portant invalidation des passeports semi-biométriques en cours de validité. La première raison de la nature juridique de ces communiqués. En général, un communiqué officiel ne peut constituer un acte administratif. C'est un moyen de publicité. En principe, un tel communiqué officiel devrait être la subséquent à un arrêté du ministre des Affaires étrangères dont la gestion des passeports relève de ses attributions. Deuxième raison de la nature de l'irrégularité de ces communiqués. Étant un acte administratif, il devrait respecter les formes substantielles à l'élaboration d'un acte prescrit sous forme de nullité dont l'intitulé, les visas, la décision, la date et la signature. Les communiqués du vice-ministre ne contiennent aucun visa, c'est-à-dire la motivation juridique qui sert de fondement à la décision. Il y a eu erreur de droit. Troisième raison, de la violation du droit à la libre circulation d'aller et revenir des Congolais. Ces droits ne peuvent faire l'objet de restrictions. Quatrième raison de cette annulation, du non-fondement de l'argument sur l'impératif d'uniformiser l'identification des citoyens liés à des considérations sécuritaires. Notons que cet argument ne tient pas debout, car il est d'un principe général du droit qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Donc, un passeport en cours de validité, c'est-à-dire 5 ans, ne peut pas être invalidé avant la date d'expiration. Qualifié pour disputer la Coupe de la CAF, les Daring Motema Pembe veut aller loin dans cette deuxième compétition des clubs organisée par la CAF. Voilà qui explique la signature de ce contrat entre les responsables de Daring Motema Pembe et du joueur Etekiama. Le conseiller du team vert-blanc, Jérôme Tango, explique ici les clauses de ce contrat. Etekiama est l'un des grands joueurs de Mboka Nabiso. Asali Moussala na voisin Nabiso na Vita. Mais il a estimé que c'est un qui a l'expérience Moussous. La famille na Moussous, il y a vert et blanc. Alors Etekiama a Goyard. Expérimenter puis vivre sous ambiance sous la DCMP. Maza joueur ya ko bossa na tena kata mokila biso akobakisa un plus pour la Daring. Aussitôt signé le contrat, l'ancien avant-centre de Banambongo s'est mis au travail ce jeudi au stade des Martyrs. Tout est fini. Maintenant dans la DCMP, na remercier batutu appui nyoso o elekaki. Batu nyoso ba puyakinga surtout président nga Tangofo. Je remercie bango makasi na temps na passaki par la bango na remercier pe batu ya DCMP na sengi bango kaka baza la patient ba fongola mtema pour essayer comme une équipe en Afrique le plus loin possible. Notons que Tadi Agiti Etekiama a signé un contrat de 2 ans avec les Daring Motema Pembe.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel Gombe sur l'affaire opposant Imotex de Albert Yuma contre Gabriel Chabani et Happy Congo est qualifié de honte par les avocats conseils de Gabriel Chabani et Happy Congo. Ils s'en vont aux preuves. L'affaire en appel concernait la majoration des frais des dommages et intérêts que la société Imotex doit à la partie mise hors cause dans cette affaire, mais les juges de la Cour d'appel, dans ce document, disent n'est pas constaté de faute de Imotex, bien que perdant dans ce procès. La Cour annule tous les frais de dommages et intérêts qu'Imotex doit à la partie lésée, c'est-à-dire Gabriel Chabani et Happy Congo, pendant 5 ans traînés injustement devant les barreaux. Oubliant que sur le plan de droit, lorsque la victime vend en appel contre la décision du premier juge, les juges d'appel ne peuvent que majorer les taux de frais de dommages et intérêts. Première incohérence. Dans ce même document, les juges de la Cour d'appel parlent d'une affaire qui concerne le contrat de location que Happy Congo et Gabriel Chabani auraient signé avec un certain Kazingu et Ramamboula, oubliant que le litige ici en appel est dû au fait que Happy Congo et Gabriel Chabani ont été amenés en justice par Imotex, qui d'ailleurs a perdu le procès. Un raisonnement erroné à en croire les juristes avertis, ce qui n'est même pas les litiges au niveau de cette instance. Deuxième incohérence grave et intolérable, lorsque le juge d'une grande cour d'appel de la Gombe statue intra petita, n'est-ce pas que c'est dole à l'opinion de juger? Que d'incohérences et d'erreurs dans un arrêt censé rendre justice équitablement, un document dépourvu des valeurs scientifiques, historiques et morales et de surcroît ne mérite pas d'être classé dans la jurisprudence RD congolaise, martèlent les juristes avertis. Voilà pourquoi les avocats conseils de Gabriel Chabani et Happy Congo ont résolu de saisir la cour arbitrale d'Abidjan pour trancher cette affaire dans le contexte du droit au HADA. Procès Imotex, Happy Congo Chabani, il y a une ville que j'aime beaucoup, Abidjan, c'est ressorti dans ce procès. Comment vous allez encore rester à Abidjan? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aller à Abidjan? Vous n'avez plus confiance à la justice congolaise? Oui, On n'a plus confiance à la justice congolaise? Oui, c'est une bonne question. J'aimerais préciser sur votre plateau pourquoi nous allons à Abidjan. Il faut préciser que la Cour commune arbitrale d'Abidjan, ce qu'on appelle CCJA, c'est entre guillemets la Cour suprême du droit au HADA. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque... Ah, nous sommes sous le HADA. Sous le HADA. Okay, c'est-à-dire que lorsque vous trouvez que le juge national ou nationaux ont transgressé ou ils ont mal interprété une disposition du droit au HADA, c'est à Abidjan qu'il faut aller en cassation. Et dans les cas d'espèce, jusque-là, je n'ai pas encore lu l'arrêt. Oui? J'attends que Happy Congo et ou Chabani me l'apportent au cabinet. C'est sur votre plateau que j'apprends que le juge a parlé d'autre chose et j'ai essayé de lire convenablement. Je vois que le juge a dénaturé les faits, et ce qui est grave, mais pour répondre à la question pourquoi nous allons à Abidjan, c'est dans les conclusions échangées pour Happy Congo et Gabriel Chabani, ils avaient trouvé que l'appel interjeté par la société Imotex, c'était un appel irrécevable. Pourquoi? Parce que ces statuts sociaux n'étaient pas en ordre. Ils avaient évoqué certaines dispositions du droit au HADA sans prouver les actes qui accompagnaient ces dispositions. Et les juges de la cour d'appel, j'estime, parce que je n'ai pas encore la version officielle de l'arrêt, à en croire votre élément, parce que c'est là je suis en train de vous féliciter sur le plan d'investigation. Alors là, nous avons compris que le juge a déclaré l'appel des Imotex recevable et partiellement fondé. Lorsque je suis en train de lire les dispositions sur votre élément, je précise que j'attends la version officielle. Et lorsqu'il parle de la sorte, nous sommes obligés d'aller devant la cour commune de justice, la cour commune d'Abidjan, qui doit pouvoir observer est-ce que réellement l'appel de Imotex allait être déclaré recevable, oui ou non. Incidentiellement, là c'est principalement, mais incidentiellement, vérifier réellement est-ce qu'il ne fallait pas dédommager
M. Gabriel Chabani et la société Happy Congo du fait d'un procès, je précise, d'un procès pour lequel ils ont été traînés inutilement en justice. Alors, je m'excuse. Je vous en prie. Je pense qu'il y a un adage au prétoire qui dit plaider c'est expliquer, juger c'est comprendre. Je viens de voir sur votre élément votre confrère. Il a mis des points prouvant que c'est grave. Je lis entre les lignes. Je vois qu'on est en train de parler d'un contrat. Je ne reconnais pas que Chabani ou la société Happy Congo avait traîné en justice la société Imotex pour un quelconque contrat. Donc si cela est vrai, je me dis que bon, pourquoi je porte ma toge, pourquoi je pars au palais de justice, pourquoi je me mets de 9h jusqu'à 15h, 16h, 17h en train de plaider devant un juge qui ne comprend pas ce que je vais lui dire. Pour le compte de mes clients. Je dis bien que l'affaire est aussi simple. C'est du fait d'un procès téméraire et vexatoire contre Happy Congo et Gabriel Chabani, qui du moins ils ont été mis hors cause à la suite, je me répète autrement, à la suite d'une action initiée par la société Imotex. Ils sont venus en réparation du préjudice causé. Est-ce que nous avons parlé de contrat? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la composition devant laquelle nous avons plaidé et que c'est cette composition qui a rendu l'arrêt? Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature peut-il se saisir d'office ou la chambre disciplinaire provinciale ou l'inspecteur général des services judiciaires? J'attends la version officielle. Oui, lorsqu'on me l'amène, nous verrons comment est-ce que... L'affaire passeport gate, comme on dit en anglais, pour vous, est-ce que le passeport est un contrat social entre l'État et sa population? Non. Est-ce que l'État peut aujourd'hui se lever un beau matin, Maître Rigen Walukuka, se lever un beau matin, nous dire non, le passeport que vous avez acheté, qui a une validité de 5 ans, eh bien, ce n'est plus d'actualité, jetez ça et achetez d'autres. Pourquoi ne pas compenser? Parce que quelqu'un qui a donné 200, 180 officiellement, moi je dis bien officiellement, c'est 180, 185 $, mais nous savons, nous sommes Congolais, nous savons comment on fait, on dépense au maximum 250 $ pour obtenir ce passeport. Alors aujourd'hui, est-ce que l'État est au-dessus de loi aujourd'hui? C'est la question qu'on a dit de me poser, vous êtes juriste, est-ce que le passeport est un contrat social entre l'État et ses gouverneurs? J'aimerais d'abord préciser pourquoi vous parlez de 250. Pourquoi vous ne comptez pas les stress, les va-et-vient? Le minimum. Il n'y a même pas de prix au stress, à l'attente et tout. Il n'y a pas de prix. Le minimum, c'est 250. Pourquoi au Congo, on trouve que le passeport, c'est un document luxueux? Qu'on doit... Pourquoi on veut écraser le peuple congolais? Pourquoi on prend des résolutions immédiatement? Mais c'est ce que je viens de dire au début des... Est-ce que c'est un contrat? Non, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. Donc l'État peut changer de passeport quand il veut? Non. Le problème se pose à quel niveau? Lorsque vous prenez au niveau des décisions, les gens qui n'ont aucun critérium sur le droit administratif. Vous comprenez? C'est ça le problème. Le critérium. C'est le défaut dans ces pays. Je n'aimerais pas m'attarder sur le problème Happy Congo et Imotex. Mais laissez-moi vous dire que ces cas de figure, lorsqu'on sollicite réparation du préjudice causé, n'est-ce pas? C'est en vertu de l'article 258 du Code civil livre 3 qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui dommage oblige de celui par qui la faute est arrivée à les réparer. Tout fait quelconque de l'homme. » Donc même la République, lorsque la République... Ça. Oui, c'est ça. Mais les Congolais, chaque fois que les Congolais veulent demander réparation, on les arrête. Oui, on en a arrêté combien aujourd'hui qui défendent leurs droits? Combien on a arrêté depuis cette affaire? J'atterris. Vous venez, on vous délivre un document pour 5 ans, n'est-ce pas? Alors qu'il est en cours de validité, on vous dit qu'il n'y a pas ces documents-là. Prenons dans les cas normaux. Celui qui avait son passeport en 2012. Lorsqu'on a parlé de semi-biométriques. Ça n'existait pas, ce terme-là n'existait pas. Alors que ça n'existe pas. Je vous ai dit on a fait nos investigations, soit c'est biométrique, soit ça ne l'est pas. Oui. Donc le semi n'existe pas. Je vous ai dit que nous avons des vocabulaires propres pour nous au Congo qui n'existaient pas ailleurs. Vous comprenez? Là, vous commencez à me rejoindre. Et pour celui qui, à chaque fois, on est obligé de changer des passeports,
il est obligé de s'adapter, il perd combien? S'il part en justice contre la République démocratique du Congo, va-t-il obtenir gain de cause pour réparation du préjudice causé, oui ou non? C'est à ce niveau-là que je dis qu'il n'y a pas de critérium dans ces pays. Il n'y a pas de critérium dans ces pays. Où est-ce que le peuple congolais peut se plaindre? C'est ça la question. Parce que nous faisons des sittings pacifiques. On nous arrête, on écrit, on ne nous entend pas. Le peuple, c'est vraiment le vache à lait du gouvernement. À celui qui voudra l'entendre, à celui-là qui voudra l'entendre, il pense qu'il est le premier à prendre une décision qui lèse le peuple congolais. Ses prédécesseurs qui en avaient pris, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont dans quel état? Je ne parle pas, je respecte bien les morts. C'est Dieu qui décide de la mort de quelqu'un. C'est là qu'ils sont vivants. Comment sont-ils aujourd'hui? Nous allons terminer parce que nous courons derrière les temps. Info 7, c'est le temps. J'ai vraiment, c'est un plaisir immense d'avoir un avocat. C'est par rapport au contrat des joueurs. Est-ce que nos footballeurs ont-ils des avocats conseils? Parce que nous avons vu le cas Etekiama aujourd'hui. Il a signé qu'il allait vers Imana. Imana a crié victoire. On a Etekiama. Le lendemain, on le revoit à Vita Club en train de jouer. Lui-même dit que non, je ne savais même pas qu'on avait modifié mon contrat. Est-ce que ces joueurs-là sont-ils protégés? Bon, moi j'aimerais parler de mon cas. Je n'ai jamais reçu autant d'années comme avocat. Je n'ai jamais reçu ni un club, ni un athlète. On parle seulement de footballeurs, mais s'il faut atteindre tous les athlètes, je ne les ai jamais reçus. Revenons sur le Tekema pour restreindre la main. Ce qui est déplorable pour nous, Congolais, lorsqu'on voit la présence d'un avocat, on se dit qu'il était un avocat. Dans ces pays, lorsque vous voulez parler de la loi, si vous voulez gêner quelqu'un, parlez de la loi. C'est un cas qui, normalement, je pense, celui qui est aujourd'hui ministre des Sports, c'était un avocat, je le connais, c'est un confrère. Papi Nyongo? Oui, oui. Nyongo, je ne sais plus. Oui. C'était un avocat, il est de mon barreau, de notre barreau, nous tous sommes du barreau de Kinshasa Matete, et je pense qu'il pourra se saisir de cette occasion. Vous voyez, en Europe, il n'y a aucun contrat qui pourra passer sans un avocat. Sans un avocat. Il y a une loi en gestation, elle est en discussion. On aimerait parler des actes de l'avocat. C'est-à-dire que tout document, tout contrat doit être visé par au moins un avocat. Mais s'agissant des athlètes, c'est comme ça que nos athlètes ils terminent leur carrière trop tôt. C'est ça la conséquence. On ne sait pas. Parce que j'aimerais prendre un exemple à côté de cela. Lorsque les gens vont, par exemple, pour négocier avec nos sociétés, la publicité, ainsi de suite. Mais ils négocient mal. Il part, dit, là, j'ai déjà recevoir quelqu'un au cabinet. Il vient pour une publicité qui est passée pendant 2 ans. On lui a remis $2500. Wow. Je l'ai regardé, j'ai dit que non, j'avais fait. J'ai dit, mais pourquoi tu avais signé un tel contrat? Je pense que c'est l'occasion. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est l'occasion pour que l'homme politique se saisisse de cette opportunité pour dire, par exemple, s'agissant des contrats, par exemple, des publicités, ou s'agissant par exemple, des cas de footballeurs, ça doit être soumis à un cabinet d'avocats. Et l'occasion pour mon estimé confrère qui est aujourd'hui ministre des Sports, de voir comment est-ce qu'il peut canaliser cet état de choses en créant par exemple un tribunal. Oui, un tribunal qui doit pouvoir examiner les cas de ces sportifs. Oui, les cas de ces sportifs. Merci, Maître Regan Walukonka. Merci, comme j'ai l'habitude de le dire, d'être passé à la barre chez moi, merci. L'expression est consacrée. Je n'avais pas de touche, merci. Dommage, je n'avais pas de touche. Tout le plaisir était pour moi, oui. Je n'en porte pas, mais j'ai une grande sœur qui est avocate, merci. Et gros coucou à toi, Maître Joël Kimuntu Kimpiob, merci. Merci aussi à tous mes followers sur les réseaux sociaux, merci en tout cas à tous ceux qui me suivent à travers le monde. Et un gros coucou encore à Yann Mambo, parce que Yann Mambo se bat pour une cause très très noble. En tout cas, merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique, à Alain Bolikango, petit-fils de Bolikango. Merci à Moïse Gigandou, à Freddy Kipimo et à Rassis Loubanzadio. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir le dimanche prochain. Et une fois de plus, repose en paix. Désiré Baïré, tu nous as simplement précédés. À dimanche, Inch'Allah.